Et bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble pour 2 heures d'actualité et au sommaire de cette édition. Avant tout, cette question. Le combat acharné de Binyamin Netanyahou contre l'accord nucléaire de l'Iran est-il en train de se retourner contre lui? Effet boomerang, la signature approche et Israël a perdu toute influence dans le dossier. Et puis, ce drame hier soir en Égypte, plus de 20 morts aux abords d'un stade de foot dans la banlieue du Caire. Le détail dans un instant. Enfin, on parlera aussi ce matin de la situation en Ukraine qui reste extrêmement tendue. Aucune réelle percée diplomatique malgré les efforts d'Angela Merkel et François Hollande. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Bonjour à nos invités. Yoshua Amishav, merci d'être avec nous. Bonjour. Ancien diplomate israélien, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Merci à vous aussi d'être avec nous. Et bonjour Cyril. Bonjour Barbara. On se plonge pour démarrer dans la presse arabe et israélienne ce matin avec tout d'abord un mot de politique israélienne. On le sait, la campagne bat son plein et les journaux israéliens reviennent ce matin sur les promesses électorales de Binyamin Netanyahou. Oui, à commencer par le quotidien israélien Israël Hayom, qui on le sait proche du pouvoir et qui revient ce matin sur cet engagement du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou à former un gouvernement, je cite, sans la gauche, si toutefois c'est lui qui, au matin du 18 mars, était de nouveau appelé à être aux affaires. Un immense fossé idéologique me sépare du duo Herzog-Livni, les deux personnalités qui forment, comme vous le savez, la liste du centre-gauche, le camp sioniste. Voilà ce qu'a dit donc Binyamin Netanyahou, c'était hier soir lors d'un meeting électoral qui se tenait à Jérusalem. Il a en revanche confirmé que la formation sioniste religieuse du foyer juif serait, ferait elle partie du prochain gouvernement, si toutefois, comme je le disais, Binyamin Netanyahou était appelé à le former. C'était aussi hier, Barbara, le premier rendez-vous de Binyamin Netanyahou avec l'électorat francophone, dans un grand hôtel de Jérusalem. Binyamin Netanyahou qui a de nouveau appelé les juifs de France à émigrer massivement vers Israël, revenir donc dans leur dans leur patrie, bien sûr, vous l'avez compris. Cet appel, Yoshua Amishav, de Binyamin Netanyahou, vous le comprenez? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, il ne faut pas... Quand il faut venir critiquer, on critique, mais il ne faut pas lui faire de mauvais procès. Pas tout à fait normal qu'un Premier ministre israélien, c'est la base de l'idéologie sioniste, je veux dire qu'il soit de droite ou de gauche, pas tout à fait normal qu'il s'adresse aux Juifs du monde en leur disant, évidemment, il y a la manière de le faire, il y a le timing, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais il paraît tout à fait normal qu'ils tiennent un discours de cela. La question du timing est délicate. Est-ce que c'est un appel qu'on fait dans un tel moment de crise? Vous savez, la crise, malheureusement, vous parlez de la crise de l'antisémitisme en France, c'est ça justement qui pousse les Juifs aujourd'hui à quitter la France. Ça n'est pas nouveau que les appels officiels d'Israël aux Juifs de diaspora de faire leur alia, autrement dit d'émigrer en Israël, irritent les gouvernements étrangers. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la France n'est pas l'Union soviétique et n'empêche pas les Juifs de France de partir. D'un autre côté, Israël s'est proclamé officiellement dans sa propre déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance d'Israël appelle les Juifs à venir en Israël. Tous les premiers ministres israéliens depuis la formation de l'État ont toujours appelé aux Juifs à venir en Israël. Alors c'est vrai que vis-à-vis des pays qui sont des pays libres, cela crée parfois des problèmes diplomatiques, mais cela a toujours été la ligne de tous les premiers ministres israéliens. Allez, on parle d'un autre dossier qui nous préoccupe ce matin, c'est le dossier du nucléaire iranien. La date butoir approche à grands pas et les Iraniens ont minimisé ce week-end un possible échec. Barbara, qui a déclaré pas d'accord plutôt qu'un mauvais accord sur le nucléaire iranien? Si vous répondez Netanyahou, vous avez raison, sauf qu'hier le Premier ministre israélien a été rejoint par une personnalité inattendue. Le voici en une d'une Tehran Times, c'est le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Pas d'accord à tout prix, a-t-il répété dimanche, tout en se disant favorable à une poursuite des négociations pour parvenir à un bon accord, je cite, en une seule étape et un accord transparent. Et puis en une du Jerusalem Post, ce quotidien israélien en langue anglaise, on apprend ce matin que le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif excluent tous les deux une prolongation des négociations au-delà de la date butoir du 31 mars. On va en reparler dans un instant avec nos invités, mais avant cela un mot de l'Égypte.
l'Égypte avec cette visite très médiatisée de Vladimir Poutine. Et oui, pour évoquer la vieille amitié entre le Caire et Moscou, le quotidien Al-Masri Al-Yom a même été fouillé dans ses archives pour ressortir une photo en noir et blanc qu'on verra pas très certainement ce matin des dirigeants Nasser et Khrouchtchev pendant la guerre froide. Bienvenue à Poutine, ami de l'Égypte. Voilà ce que titraient en une ce matin nos confrères du quotidien égyptien Al-Akhbar. Le président russe qui entame aujourd'hui donc une visite de 2 jours au Caire. Une visite qui, vous le savez, fait écho à celle d'Abdel Fattah al-Sisi en Russie. C'était en août dernier. Moscou et le Caire s'étaient alors mis d'accord pour renforcer leur coopération, notamment dans le domaine militaire. Et le journal qui rappelle que l'Égypte, deuxième cliente de la Russie, a réchauffé ses relations avec Moscou après le léger coup de froid avec Washington. C'était donc au lendemain du printemps arabe. Et dans un entretien accordé au plus vieux quotidien d'Égypte, Al-Aram, Vladimir Poutine en personne a estimé que ce qui se passe en Syrie et en Irak était dû, je cite, aux ingérences étrangères et à la distinction faite par les grandes puissances entre les bons et les mauvais terroristes. Voilà, et on termine par un mot de sport. Et oui, l'homme qui fait la une ce matin du supplément sportif du Yediot Ahronoth israélien, c'est Avraham Grant, le sélectionneur israélien des Black Stars du Ghana, et qui, vous le savez, a vu hier son équipe donc s'incliner face à la Côte d'Ivoire. C'était en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une défaite à l'issue d'une interminable séance de tirs au but, 9-8. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Cyril. Et on en vient donc à cette question, elle nous préoccupe ce matin. Le combat acharné de Binyamin Netanyahou contre le programme nucléaire iranien est-il en train de se retourner contre lui? Vous le savez, le vice-président américain a annoncé qu'il n'assisterait pas au discours de Binyamin Netanyahou prévu le mois prochain devant le Congrès américain. Et dans le même temps, les négociations avancent. On l'a dit, la date butoir d'un accord approche à grands pas. Résumé en images. Rencontre informelle entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ce dimanche à Munich. Les deux hommes se sont réunis pour la 2e fois en marge de la conférence sur la sécurité qui rassemble en ce moment le groupe des 5+1. Les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne planchent inlassablement sur le dossier du nucléaire iranien. Un dossier réouvert en novembre 2013 sur la base d'un accord intermédiaire, gèle d'une partie des activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée partielle des sanctions qui plombent son économie. Mais depuis près de 2 ans, les négociations stagnent. La date butoir d'un accord final a été repoussée à plusieurs reprises. Je crois qu'une nouvelle extension n'est dans l'intérêt de personne, comme je ne croyais pas que cette extension-là était nécessaire ou utile. L'ayatollah Khomeini, le guide suprême iranien, s'est exprimé sur son site internet. Selon lui, aucun accord vaut mieux qu'un mauvais accord. Un avis partagé par les pays occidentaux qui préfèrent repousser l'échéance plutôt que de céder aux exigences iraniennes. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée totale des sanctions économiques. Israël, qui reste l'ennemi numéro 1 de l'Iran, s'inquiète de l'issue des négociations. Les grandes puissances mondiales et l'Iran sont en voie de trouver un accord qui permettrait à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Nous allons tout faire et nous allons prendre toutes les mesures pour contrecarrer un accord nuisible et dangereux qui menacerait fortement l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. L'Occident exige de l'Iran une réduction significative de ses capacités nucléaires qui l'empêcherait d'accéder à l'arme atomique. L'Iran dément toute velléité militaire. Un accord politique devrait d'abord être conclu avant le 31 mars pour enfin déboucher sur un accord final incluant tous les aspects techniques le 1er juillet prochain. Est-ce que l'heure de vérité approche sur le dossier nucléaire iranien? C'est ce que disent en tout cas les Américains et les Iraniens, puisqu'on s'approche effectivement de la date butoir, bien que dans le passé, il y a eu également des dates butoirs qui ont été repoussées. Cette fois-ci, John Kerry semble être sérieux lorsqu'il dit que cette fois-ci, il n'y aura pas une énième repoussement de la date butoir. Donc je pense que oui, on semble s'approcher de l'heure de vérité, à savoir, y aura-t-il oui ou non un accord qui fera de l'Iran finalement un pays, ce qu'on appelle de seuil nucléaire, autrement dit un pays qui en quelques mois, selon sa décision, selon son timing, pourra obtenir l'arme nucléaire. L'Iran va devenir une puissance nucléaire aux yeux et à la barbe de tous?
Bien entendu, il faut espérer que non, mais je pense, sans être bien entendu, personne d'entre nous n'a accès à la vraie négociation et aux dossiers qui sont sur la table. Je pense qu'il est clair pour la communauté internationale que le nucléaire iranien n'est pas un problème exclusivement israélien. Bien entendu, on est aux premières loges, nous, si j'ose dire, mais il est évident qu'un Iran nucléaire est une menace pour l'ensemble du monde, et très certainement du monde occidental. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que personne à Washington, à Paris et nulle part ailleurs n'est suicidaire, que les gens ont pris la mesure du dossier iranien, et c'est pour ça que je suis perplexe quand même sur ce qui se passe par rapport aux initiatives diplomatiques de notre gouvernement pour le moment. Alors justement, on l'a vu, Benyamin Netanyahou déclare qu'il ne laissera pas faire un mauvais accord. Est-ce qu'il a encore une marge de manœuvre dans ce dossier? On va en parler de cette machine diplomatique que Benyamin Netanyahou a mis en place pour contrer l'Iran. Pour le moment, est-ce que ça marche? D'abord, c'est grâce à lui que le dossier iranien est devenu un dossier numéro 1 sur la communauté internationale, qu'il y a aujourd'hui de véritables négociations qui ont lieu avec l'Iran, et cela fait contraste avec d'autres dossiers, avec d'autres projets nucléaires, des pays qui se sont dotés de l'arme nucléaire, en dépit de l'opposition de la communauté internationale, parce que la communauté internationale ne les a pas empêchés. Je pense à l'Inde, je pense au Pakistan, je pense à la Corée du Nord. Tous ces pays sont devenus des pays nucléaires et la communauté internationale a laissé faire. Il n'y a que sur le dossier iranien que la communauté internationale s'engage. On peut être pour ou contre la façon dont elle négocie, mais cela est au crédit de Benyamin Netanyahou depuis plus de 10 ans d'avoir mis ce dossier au centre des sujets internationaux. Et donc ça, c'est à son crédit. On a longuement parlé des faux pas diplomatiques de Benyamin Netanyahou face aux Américains, notamment sur ce dossier iranien. Dernier exemple en date, ce discours devant le Congrès américain que Benyamin Netanyahou semble vouloir maintenir à tout prix. On a parlé d'un effet boomerang. Est-ce que cet effort diplomatique de Benyamin Netanyahou va se retourner contre lui? Est-ce que les Américains en ont assez des requêtes maladroites de Netanyahou sur ce dossier? Écoutez, il y a une exaspération totale à Washington, je pense que tout le monde la voit. Et de la même manière que je n'ai absolument pas compris les critiques qui ont été formulées à l'encontre de Benyamin Netanyahou quand il est parti à Paris après les attentats et qu'il a défilé. Enfin, il me paraissait inconcevable que le Premier ministre israélien ne soit pas là-bas, même si les Français pensaient autrement. Mais là, par contre, j'avoue une très grande perplexité, parce que Benyamin Netanyahou, qui est lui-même ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, ancien diplomate israélien de premier plan et un des meilleurs que ce pays ait jamais compté, sait très bien qu'il est déjà comme ça avant l'incident actuel, pratiquement grillé à Washington, qu'il y a une grande colère américaine par rapport aux promesses de deux États pour deux peuples, le fameux discours de Bar-Ilan qui n'a jamais été suivi des faits, que son ministre des Affaires étrangères, d'Obama, John Kerry, a été ridiculisé, je dirais même pratiquement insulté à plusieurs reprises par certains des ministres les plus importants du gouvernement Netanyahou sans que le Premier ministre juge utile d'y mettre de l'ordre. Alors, est-ce qu'il est sincèrement persuadé que son discours au Congrès, c'est ça qui va tout changer, que l'administration américaine va se dire « Ah, mais comment est-ce possible qu'on n'avait pas compris ça maintenant que Bibi est venu nous expliquer tout ça, maintenant on a compris ?» Ça me paraît jouer... il y a là une espèce de coup de poker politico-diplomatico-médiatique dont le prix peut être très élevé pour Israël. Politiques, nationaux, intérieurs. Écoutez, je suis parfaitement convaincu de sa sincérité. Il est bien entendu, c'est quelqu'un qui probablement dort pas bien la nuit parce que lui, il est pratiquement le seul en Israël à savoir les choses les plus secrètes et les plus confidentielles. D'un autre côté, on peut pas nier, on n'est pas naïf non plus quand même, Barbara, qu'une image comme celle-là, aux 20h, toute chaîne confondue ici en Israël, ça ne peut pas lui nuire à quelques jours des élections. Mais par contre, ce qui se passera quand on verra en arrière-plan que le fauteuil à droite du speaker, du président du Congrès, qui est réservé au vice-président Biden, n'est pas occupé, je pense que là, les gens comprendront qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Et dans l'isolement qui va grandissant, l'isolement d'Israël qui va grandissant, jouer si gros sur les relations entre Jérusalem et Washington, ça me paraît
à la limite incompréhensible. Alors incompréhensible, dangereux même pour Israël, diront certains. J'aimerais vous citer un édito qui est paru ce week-end dans le Haaretz. Il est signé Barak Ravid. Barak Ravid signe son article en disant « Binyamin Netanyahou, c'est l'arme secrète du régime iranien ». Il écrit ceci: « Si Binyamin Netanyahou n'existait pas, les Iraniens l'auraient inventé. Il peut se targuer d'avoir détruit la relation avec les États-Unis beaucoup plus rapidement que la construction de nouvelles centrifugeuses iraniennes. Binyamin Netanyahou a obtenu l'effet inverse sur le dossier iranien. » D'abord, cela ne fait que confirmer la crétinerie de Barak Ravid, dont on connaît les articles et qui a une obsession avec Binyamin Netanyahou. Ça ne m'étonne pas de ces articles. Chaque semaine, Barak Ravid écrit ce genre d'articles complètement ridicules. Il n'est pas l'arme secrète de l'Iran, Binyamin Netanyahou. Et encore une fois, je ne pense pas que cela vaille la peine de parler des articles de Barak Ravid qui sont radicaux, extrémistes, insultants, c'est son style. Je pense qu'il faut parler de la substance. Nous devons parler de la substance, de savoir si oui ou non. Aujourd'hui, il y a finalement des articles, pas seulement ceux de Barak Ravid dans le Haaretz, qui sont complètement hystériques vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, mais j'ai vu par exemple même ce matin sur Ynet, le site de Yediot Ahronot, qui parle même qui décrit les conséquences désastreuses de ce discours, même sur l'économie israélienne, que les gens vont perdre leurs emplois parce que Benjamin Netanyahou va parler au Congrès. Vous imaginez un peu à quel point à quel niveau on est descendu. Ce n'est pas à cause du discours seulement, c'est à cause d'avoir mis à mal la relation entre Israël et les États-Unis, qui est une relation stratégique cruciale pour la survie d'Israël. C'est ça que disent ces articles. Mais qui a mis à mal cette relation? L'administration Obama elle-même, je vous rappelle, s'implique dans les élections en Israël. Binyamin Netanyahou n'y est pour rien. Benjamin Netanyahou, ce n'est pas lui qui a demandé à Barack Obama d'envoyer le conseiller politique des élections de Barack Obama, Jeremy Byrd, qui fait la campagne du Parti travailliste en Israël. Il faut le dire, cette organisation V5 qui est financée par le State Department. Donc il y a une ingérence du gouvernement américain dans l'élection israélienne. Il y a, on le sait, des désaccords sur le dossier iranien entre Israël et les États-Unis, mais l'administration Obama, on parlait tout à l'heure de John Kerry, qui soi-disant, vous avez dit, a été ridiculisé par des ministres israéliens. Mais John Kerry n'a pas besoin d'être ridiculisé. Il est ridicule. Il a été jugé récemment comme le pire ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Écoutez, moi je veux bien que chaque journaliste qui n'encense pas le Premier ministre soit immédiatement traité de ridicule et d'hystérique, que chaque... Je critique moi-même le Premier ministre, je maintiens mes propos sur Barak Ravid. Mais c'est votre droit le plus absolu. Simplement, je veux bien aussi que tout ancien chef du Mossad, chef d'état-major, chef du Shabak et général d'armée israélienne qui pense que la politique suivie par le gouvernement, il y en a une centaine déjà qui sont sortis dans une pétition publique spectaculaire qui, dans n'importe quel autre pays, aurait secoué l'opinion publique. Et ici, bon, je ne sais pas, on a des lois probablement particulières. Je veux bien que tous ces gens-là, dès qu'ils ne sont pas avec le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est tout de suite des traîtres à la solde de l'adversaire ou de l'ennemi. Non, je ne parle pas de vous, mais je parle du langage qui est tenu. Monsieur Erdan, par exemple, c'est le spécialiste. Dès que Yitzhak Herzog dit quelque chose qui, évidemment, ne concorde pas avec la politique du Premier ministre, la réponse de Gilad Erdan, qui est aujourd'hui un des leaders les plus importants du Likoud et peut-être à l'avenir un futur Premier ministre, sa réponse classique c'est « Ah, je voudrais quand même tellement qu'en période de crise, l'opposition manifeste plus de responsabilité et ne fasse pas le jeu de l'ennemi ». Avec ce genre de discours-là, on ne va nulle part. Ça peut aussi se terminer très mal, on l'a vu il y a une vingtaine d'années. Donc moi je pense que... Alors, revenons au débat de fond. Est-ce que Binyamin Netanyahou a mis en danger la relation stratégique d'Israël avec les États-Unis ? Écoutez, j'espère que non, je crains que oui, parce que, écoutez, Barack Obama est encore pour 2 ans, 1 an et demi, 1 an, 9 mois à peu près à la Maison-Blanche. On a déjà vu qu'il a envoyé son adjoint Biden, son vice-président, rencontrer Yitzhak Herzog à Munich. À mon avis, c'est le hors-d'œuvre. Il va y avoir d'autres choses. Vous savez, même quand vous êtes l'homme le plus puissant du monde occidental, comme Barack Obama, le chef du monde libre, etc., vous n'en êtes pas moins homme, comme dans le Tartuffe de Molière. Et vous ne pouvez pas, sans arrêt, provoquer
chercher un affrontement. Vous savez, professeur Navon, vous parliez de l'ingérence de l'administration dans la politique israélienne. Moi, je veux bien. Mais ce que j'ai vu, moi, aux élections précédentes, c'est une ingérence massive du gouvernement israélien et du Premier ministre dans la campagne présidentielle américaine. Alors, parlons-en de ce soutien de Benjamin Netanyahu à Mitt Romney, ce républicain, face à Barack Obama. Est-ce que la rencontre ce week-end de Biden avec Herzog, le chef de l'opposition, c'est un retour de bâton à ce soutien de Benjamin Netanyahu à Mitt Romney? Il n'y a pas de retour de bâton. Allez-y. Mais excusez-moi d'interrompre, mais c'est tout à fait mineur. Ils se sont croisés pour 2 minutes et demie, ils se sont serrés la pince. C'était plutôt une photo, une occasion de photo. Moi, je vous parle à propos de Mitt Romney. Les choses sont claires. Elles ont donné lieu même à des manifestations d'humour à l'époque. Il y avait une caricature qui était parue avec Mitt Romney le soir de sa défaite électorale. On voyait sa femme en arrière-plan sur un dessin paru dans la presse américaine. Elle décrochait un panneau électoral de Mitt Romney et Mitt Romney lui dit bon, je vais téléphoner à Bibi parce qu'il doit être très triste ce soir. Je veux dire, quand on en arrive là, la poignée de main un peu aléatoire, il faut dire quand même, entre Herzog et Biden ne peut pas être comparé à ça. Dan Shapiro, qui est l'ambassadeur américain en Israël, a déclaré dans une réunion la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères que cette politique du gouvernement Netanyahou aura un prix, que les Israéliens paieront le prix de notamment cette ingérence israélienne dans la politique américaine, de ce discours. Il parlait de ce discours de Benjamin Netanyahou au Congrès. Il a été invité par le Congrès. Par les Républicains. Il a été invité derrière par le dos le Congrès. de la Maison Blanche. Il a été invité par le Congrès. Donc parler d'ingérence israélienne, alors même que, encore une fois, et c'est pas seulement Obama, lors de l'administration Clinton, je vous rappelle que Bill Clinton en 1996, à la veille, véritablement, Obama a dit que c'était une tradition de la Maison Blanche de ne pas inviter de candidats à la veille d'élection, mais en 96, il a invité Shimon Peres, le candidat du Parti travailliste, à 1 ou 2 semaines de l'échéance électorale à la Maison Blanche, et en appelant ouvertement les Israéliens à voter pour le Parti travailliste. En 1999, Bill Clinton a envoyé Stan Greenberg, son conseiller politique, pour aider Ehud Barak. C'était tout complètement ouvert. Aujourd'hui, Barack Obama et le département d'État financent l'organisation One Voice, qui elle-même finance V15 pour faire la campagne du Parti travailliste. Si ça n'est pas de l'ingérence, alors je ne sais pas ce que c'est de l'ingérence. Il y a toujours, oui, vous avez parlé tout à l'heure de Mitt Romney, les dirigeants ont leurs préférences. Mais il y a une différence entre rencontrer un candidat de la même manière que John Biden a rencontré Yitzhak Herzog et que Netanyahu à l'époque avait rencontré Mitt Romney, et financer des organisations avec l'argent du contribuable pour faire partie des élections. Il y a là une grosse différence. Donc l'ingérence, elle est essentiellement du côté américain. Et encore une fois, faire toute une histoire, parce que Netanyahu a rencontré Mitt Romney pendant les élections, il ne faut quand même pas exagérer et mettre les choses dans leurs proportions. Alors pour finir sur ce dossier, si Benjamin Netanyahou emporte l'élection du mois de mars, est-ce qu'on se dirige vers un gel implicite de relations israélo-américaines jusqu'à ce que Obama quitte la Maison-Blanche en tout cas? Non, je ne crois pas qu'on en arrivera là. Vous savez, l'alliance entre Israël et les États-Unis est très certainement une alliance d'intérêt, mais elle va beaucoup plus loin et il y a quand même tout un corpus de valeurs qui sont partagées. Le président Obama sait aussi que l'opinion américaine est massivement pro-israélienne, donc je crois que non, je ne pense pas qu'il faille faire des scénarios catastrophes. Par contre, il peut y avoir un refus américain de nous aider. Écoutez, professeur Navon, vous êtes spécialiste des relations internationales, vous le savez comme moi. Lorsqu'il y a une scène où l'ambassadeur d'Israël rencontre John Kerry, 2 jours avant que la publication du discours de Netanyahou au Congrès soit faite, et il n'informe pas le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État, que ça va se produire, je pense qu'on met la main dans le feu. Donc ce qui va se passer... Il n'y a aucun doute que Ron Dermer a fait un faux pas diplomatique, c'est évident. Oui, mais est-ce qu'il l'a fait, vous savez, est-ce qu'on va faire sauter le fusible Dermer ou est-ce qu'il a agi sur instruction de Jérusalem? Nous savons... je veux dire, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je ne pense pas que Dermer ait pris quelque initiative que ce soit de son propre chef. De son propre chef. Ron Dermer, quand même, il faut expliquer aux téléspectateurs qui il est. Il a été nommé par Benjamin Netanyahou comme ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Il a été un proche conseiller de Benjamin Netanyahou. C'est un Américain. Il est né dans la marmite républicaine et on dit de lui qu'il n'est pas un diplomate, mais qu'il est un agent politique finalement au service de la carrière de Benjamin Netanyahou. Est-ce que là aussi, sa nomination et son travail à Washington est une insulte de plus à Barack Obama? Vous savez, tous les ambassadeurs israéliens à Washington ont toujours été des nominations politiques. D'accord ? Ça a toujours été le cas.
Et je dirais que le seul Premier ministre qui n'avait pas fait de nomination politique à Washington, c'était Menachem Begin. À l'époque, Simcha Dinitz, notre ambassadeur à Washington, qui avait été nommé par les gouvernements travaillistes, dès l'élection de Menachem Begin, avait demandé à Begin quand est-ce que vous voulez que je parte. Il a dit mais non, vous restez. Lui-même était très étonné. À part cela, toutes les nominations à Washington ont toujours été politiques. Donc là, encore une fois, faire du cas d'Hermer un cas à part. Est-ce que son travail est constructif, en tout cas, pour les bonnes relations israélo-américaines? C'est l'essence même de son travail. Je suis le premier à avoir dit qu'il a fait une erreur grave même dans le cas dans sa rencontre avec Kerry. Mais de là à dire que c'est la seule nomination politique à Washington, c'est aberrant. Il n'est pas plus une nomination politique que ses prédécesseurs. Oui, il a fait une erreur diplomatique. Est-ce qu'il est plus une nomination politique que ses prédécesseurs? Non. Non, sans aucun doute là-dessus. Je pense qu'on peut pas discuter. Non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne se passe pas de jour. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je crois qu'une partie de l'opinion publique israélienne non plus. Il n'y a pas une seule journée au long de l'année où l'État d'Israël, le gouvernement israélien ne demande pas à l'administration américaine, quelle qu'elle soit, c'est pas une affaire d'Obama, c'est depuis toujours, son intervention sur tel ou tel sujet. Maintenant, les sujets deviennent beaucoup plus graves. Ça a toujours été des histoires de diplomatie, de politique, d'économie, faciliter un accord commercial, empêcher une initiative à l'ONU, mettre son veto. Maintenant, on parle déjà du tribunal, par exemple, international de La Haye, qui est saisi, et on compte beaucoup sur les Américains pour lorsque vous multipliez les points de friction et des points de confrontation, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des retours de manivelle. Et vous aurez, je suis sûr, on n'aura pas une crise ouverte dans les relations américaines, mais je vous renvoie à l'époque d'Yitzhak Shamir, où il y avait eu un affrontement violent entre Yitzhak Shamir, c'est au début des années 90, Premier ministre d'Israël à l'époque, et le président Bush, le père de George Bush. Et lui, il n'avait rien fait du tout. Il n'avait pas ni gelé les relations, ni fait quoi que ce soit. Il avait simplement fait un geste. Il avait arrêté l'octroi des garanties financières américaines pour tous les emprunts qu'Israël levait à travers le monde. Or, vous savez que nous sommes un pays qui, par la force des choses, doit emprunter. Alors, lorsque ces emprunts que nous faisons sont couverts par des garanties américaines, ils ont il faut quand même préciser que... C'est ce qui avait coûté, professeur Lavon, vous vous en souvenez comme moi, c'est ce qui avait coûté à Yitzhak Shamir les élections de 92. Il s'agissait d'une garantie bancaire américaine de 10 milliards de dollars. Et vous savez pourquoi le gouvernement Bush avait refusé de la donner? Parce que Shimon Peres et le Parti travailliste avaient demandé, c'est eux qui avaient demandé au gouvernement Bush, ça avait été fomenté. Ils ont trahi non, ils n'ont pas trahi ça, c'était de la politique politicienne avant les élections. Si, c'est documenté, c'était Shimon Peres. Mais c'est un fait, je n'accuse personne de trahison, c'est un fait. C'est un fait historique que Shimon Peres à l'époque avait demandé à George Bush de geler l'emprunt. Ce dossier fait débat, il continuera de faire débat. Merci Emmanuel Lavon d'avoir été avec nous. Yoshua Mishav, on se retrouve après un nouveau journal. On parlera notamment de ce drame hier soir en Égypte. Plus de 20 morts aux abords d'un stade de foot.